Un jeune milliardaire trouve une fille affamée aux portes de son manoir, elle le regarde et dit « Désolé papa, je suis en retard ». Ce qu'il découvre ensuite change sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir Az comme si elle tentait d'y entrer de force. Noah ne prêtait pas attention au bruit de l'orage, cela l'aidait même à se concentrer sur les chiffres qui remplissaient l'écran de son ordinateur. Feuilles de calcul, graphiques et projections financières. Tout son univers se résumait à des chiffres et des pourcentages. Il était presque 22 heures un vendredi soir, et le bureau situé au rez-de-chaussée du manoir restait la seule pièce éclairée. Le personnel était déjà retiré dans ses quartiers ou rentré chez lui, Noah préférait cela ainsi. Le silence était son allié le plus fiable. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement le jardin impeccablement entretenu à travers les portes-fenêtres. Le tonnerre qui suivit fit légèrement trembler la maison. « Encore 1 heure et j'aurai fini », marmonna-t-il en ajustant ses lunettes de lecture. Noah était le genre d'homme que beaucoup qualifieraient de « réussi ». À 38 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Argent, pouvoir, respect, il avait tout ce que le monde valorise. Pourtant, il vivait seul dans un manoir bien trop grand pour une seule personne et son agenda social se réduisait essentiellement à une succession de réunions d'affaires et de dîners d'entreprise. Il s'apprêtait à examiner le dernier rapport de la nuit lorsqu'un coup frappé à la porte d'entrée l'interrompit. Le bruit semblait faible face au vacarme de la tempête, mais restait audible. Noah fronça les sourcils. Il était 22 heures, en pleine tempête. Qui donc frapperait à sa porte à cette heure? Il hésita un instant. L'interphone n'avait pas sonné, ce qui signifiait que quelqu'un avait réussi à passer la grille principale sans être annoncé. Peut-être s'agissait-il d'une urgence concernant un membre du personnel. On frappa de nouveau, plus insistant cette fois. Avec un soupir irrité, Noah se leva et traversa le grand hall d'entrée. Il n'attendait personne et détestait les surprises. Il alluma la lumière extérieure et ouvrit la porte, prêt à afficher une expression d'impatience. Ce qu'il vit le laissa momentanément sans voix. Devant lui se tenait une fillette d'environ 5 ans, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux bruns étaient plaqués contre son visage et elle serrait contre elle un sac à dos, lui aussi détrempé. Elle tremblait visiblement, levant vers lui de grands yeux marrons qui, malgré l'épuisement manifeste, brillaient d'une étrange détermination. « Puis-je vous aider ?» demanda Noah, déconcerté par la présence de cet enfant non accompagné. La fillette avala difficilement sa salive, toujours tremblante, puis prononça quelque chose qui fit vaciller le sol sous les pieds de Noah. « Vous êtes bien Noah, eh ? Je m'appelle Emily. » Elle s'arrêta comme pour rassembler son courage. « Vous êtes mon papa. » Noah eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Son premier réflexe fut de claquer la porte et de faire comme si rien ne se passait, une erreur, un canular, peut-être une escroquerie élaborée. « Je crois que vous faites erreur, » répliqua-t-il froidement. Mais il ne pouvait pas refermer la porte. La fillette, Emily, semblait si fragile sous la pluie battante. « Maman a dit que vous ne seriez pas pour moi, » continua-t-elle de sa voix faible mais ferme. « Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais venir vous chercher. » Noah tenait encore la poignée de porte, partagée entre la méfiance et un étrange sentiment qui l'empêchait d'ignorer la situation. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, tentant de rester prudent. Emily baissa les yeux pour la première fois. « Je ne sais pas. On était ensemble à l'épicerie près de l'hôtel, et puis il y avait plein de monde et je me suis retrouvé séparé d'elle. J'ai attendu, mais elle n'est pas revenue. Maman a toujours dit que si on était séparés et que je ne la retrouvais pas, je devais venir ici. » Un nouveau coup de tonnerre secoua le ciel, faisant reculer la fillette. Noah regarda par-dessus elle, la tempête devenait de plus en plus violente. Il ne pouvait pas la renvoyer, même si son histoire semblait inventée. Aucun enfant ne devrait être seul par une nuit pareille. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Noah, toujours sans ouvrir complètement la porte. « En taxi » répondit Emily. « Maman m'a appris ton adresse. Elle m'a dit de la mémoriser au cas où. » Elle sortit de la poche de sa veste trempée quelques billets froissés et mouillés. « J'ai utilisé l'argent d'urgence. » Noah hésita encore un instant. Une partie de lui, la partie froide et rationnelle qu'il avait hissée au sommet du monde des affaires, lui soufflait qu'il s'agissait d'un piège, qu'il devait appeler la police tout de suite, qu'il ne fallait pas s'impliquer. Mais une autre partie de lui, celle qui ne s'exprimait presque jamais, ne pouvait pas laisser cet enfant grelotter sous la pluie. « Entre » dit-il finalement en ouvrant la porte en grand. « On va éclaircir tout ça. »
Émilie fit un pas timide dans le vestibule, laissant une flaque sur le sol en marbre. Sous la lumière brillante du lustre, elle paraissait encore plus petite. « Quel est le nom complet de ta mère ?» demanda Noah en refermant la porte derrière elle. « Claire Donovan », répondit immédiatement Émilie. Noah fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait absolument rien. Il était certain de n'avoir jamais fréquenté qui que ce soit du nom de Claire Donovan, ou du moins, il ne s'en souvenait pas. Émilie éternua, ramenant Noah à la réalité. Quoi qu'il en soit, la fillette avait besoin de vêtements secs et de quelque chose de chaud à manger. « Allons à l'étage », dit-il d'un ton qui restait distant. « Il faut que tu te sèches, sinon on va tomber malade tous les deux. » Émilie acquiesça et le suivit dans l'escalier large menant au premier étage. Ses pas mouillés laissaient une trace sur la moquette, et Noah préféra ne pas penser à la réaction que la gouvernante aurait au matin. Le manoir comptait 5 suites pour les invités, toutes impeccablement entretenues bien qu'elles ne servent presque jamais. Noah conduisit Émilie à la plus petite, alluma les lumières et ouvrit le placard intégré. « Je n'ai pas de vêtements pour enfants, évidemment, » dit-il en sortant un t-shirt blanc uni. « Ça fera office de chemise de nuit pour l'instant. La salle de bain est là. Prends un bain chaud et sèche-toi bien. » Émilie prit le t-shirt avec précaution, comme si c'était un objet précieux. « Merci », murmura-t-elle si bas que Noah l'entendit à peine. « Je vais te préparer quelque chose à manger, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Je serai en bas quand tu auras fini. » En redescendant, Noah sortit son téléphone de sa poche et envisagea d'appeler immédiatement la police. Un enfant perdu était l'affaire des autorités, pas la sienne. Mais quelque chose le retenait. Claire Donovan ? Il essaya encore d'associer le nom à un visage ou à un souvenir, en vain. La prétention d'Émilie, qu'il était son père, exigeait une réaction plus déterminée que de simplement la chasser. Si c'était vrai, et il en doutait sérieusement, cela bouleverserait de façon inimaginable la vie qu'il contrôlait si rigoureusement. Si c'était faux, il devrait tout de même découvrir ce qui se passait réellement. Dans la cuisine, il rassembla de quoi faire un sandwich et réchauffer une soupe instantanée. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins cela la réchaufferait. Pendant que l'eau bouillait, Noah fixa la fenêtre, ne voyant que le reflet de son propre visage tendu. 15 minutes plus tard, Émilie apparut sur le seuil de la cuisine. Le t-shirt blanc lui arrivait aux genoux, et ses cheveux, encore humides, étaient plus foncés que Noah ne l'avait d'abord cru. Elle semblait moins effrayée, mais toujours vulnérable d'une façon qui mettait Noah mal à l'aise. « Assieds-toi », indiqua-t-il en désignant l'un des tabourets hauts du comptoir. Émilie obéit, montant avec peine et laissant ses pieds nus se balancer sans atteindre le repose-pied. Noah posa devant elle le sandwich et la soupe. « Comment as-tu su où me trouver ?» demanda-t-il pendant qu'elle commençait à manger avec un appétit évident. Entre deux bouchées, Émilie répondit. « Maman a toujours su où tu habitais. Elle disait que c'était important que je le sache, au cas où j'aurais besoin de toi. »« Et pourquoi aurais-tu besoin de moi ?» insista Noah, l'observant attentivement. Émilie haussa les épaules, tout occupée à sa nourriture. « Parce que tu es mon papa, voilà pourquoi. C'est ce que maman a dit. » Noah prit une profonde inspiration, tâchant de garder son calme. « Émilie, je ne connais pas ta mère. Je crois qu'il y a un malentendu. » La fillette releva les yeux de son assiette. « Elle a dit que tu dirais ça. »« Et qu'a-t-elle dit d'autre ?» demanda Noah, les bras croisés. Émilie prit une cuillerée de soupe avant de répondre. « Qu'on ne se souviendrait pas d'elle, que c'était il y a longtemps. Mais si elle pouvait pas s'occuper de moi, toi tu le ferais, parce qu'au fond, tu es un homme bien. » Noah ressentit un léger malaise à ces mots. Un homme bien, voilà longtemps qu'on ne l'avait pas décrit ainsi. « J'appellerai la police demain matin, » dit-il d'un ton neutre. « Ils sauront comment retrouver ta mère. » Émilie ne protesta pas, elle se contenta de hocher légèrement la tête, continuant à manger. Elle avait l'air épuisée. « J'ai fini, » dit-elle en repoussant son assiette vide. « Merci pour la nourriture. » Noah emporta la vaisselle à l'évier. « Viens, je te raccompagne à ta chambre d'amis. On verra tout ça demain. » En remontant, Noah remarqua la curiosité avec laquelle Émilie examinait chaque recoin, les tableaux, les sculptures dans leur niche, l'immensité des pièces. On aurait dit qu'elle cherchait à tout mémoriser. « Voilà, » dit-il en ouvrant la porte de la chambre d'amis. « Tu as tout ce qu'il te faut dans la salle de bain. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans la nuit, ma chambre est la dernière au fond du couloir, à droite. » Émilie grimpa sur le lit, trop grand pour elle, et s'installa parmi les oreillers. « Est-ce que maman va me retrouver ?» demanda-t-elle, révélant enfin la première vraie once de vulnérabilité depuis son arrivée. « On va la retrouver », répondit Noah, sans trop en dire. «
repose-toi maintenant. Il allait partir quand la petite voix d'Emily l'arrêta. Elle a dit que tu étais un homme bien. Noah s'immobilisa, sans se retourner. Mais elle a dit que tu avais oublié qui tu étais vraiment, ajouta Emily presque dans un murmure. Un frisson inexplicable parcourut Noah. Il voulut répondre, mais Emily était déjà blottie sous les oreillers, les yeux fermés. Il éteignit la lumière, laissant seulement la lampe de chevet allumée, et referma doucement la porte. Dans le couloir, il s'adossa un instant au mur, soudain à bout de souffle. Oublier qui il était vraiment. Ces mots lui restèrent en tête alors qu'il regagnait son bureau. La pluie cognait toujours avec acharnement dehors, mais il y avait désormais quelque chose de plus inquiétant que la tempête. La certitude absolue de Noah qu'il n'avait jamais connue de Claire Donovan commençait à s'effriter, laissant place à une angoisse sans nom. Il se rassit devant son ordinateur, mais les rapports financiers n'avaient plus d'importance. Il ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et tapa le nom qui le hantait, Claire Donovan. L'enquête ne faisait que commencer, tout comme la nuit la plus étrange de sa vie. En haut, endormie dans la chambre d'amis, la petite fille qui prétendait être sa fille n'avait pas apporté qu'un sac à dos trempé. Elle avait amené avec elle des questions dont Noah n'était plus sûr de vouloir les réponses. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Emily. Noah gardait une distance calculée, même après avoir découvert que l'hôtel mentionné par la fillette existait bien, que Claire Donovan y avait effectivement séjourné avec un enfant et avait disparu exactement à la date décrite par Emily. La police avait ouvert une enquête sur cette disparition, mais n'avait encore rien trouvé de concret. Emily demeurait au manoir, s'y sentant chaque jour un peu plus chez elle dans un lieu qui ne lui appartenait pourtant pas. Il faut tirer les choses au clair une bonne fois pour toutes, dit Noah à son avocate, Diane Wells, assise en face de lui dans son bureau. Je veux un test ADN, au plus vite. Diane ajusta ses lunettes rectangulaires, examinant la situation avec le détachement froid que Noah appréciait tant chez elle. Je peux arranger ça pour plus tard dans la journée, répondit-elle. Je connais un laboratoire qui peut traiter le dossier en priorité. Nous aurons des résultats préliminaires sous 48 heures. Parfait. Noah tapota nerveusement son bureau. Et la garde temporaire? Techniquement, vous l'exercez déjà de facto. Si le test confirme la paternité, vous y aurez droit légalement. S'il ne la confirme pas, Diane marqua une pause. Alors on découvrira qui se cache derrière tout ça et ce qu'ils veulent, trancha Noah, sans dissimuler la dureté de son ton. Après le départ de Diane, Noah monta à l'étage, dans la chambre où se trouvait Emily. Il la trouva assise sur le lit, en train de dessiner dans un carnet que la gouvernante lui avait donné. Emily, sa voix fit lever les yeux de la fillette de son dessin, on doit faire un test. Quel genre de test? Demanda-t-elle, visiblement curieuse et sans la moindre trace d'inquiétude. Un test ADN. Tu sais ce que c'est? Emily hocha la tête. C'est pour vérifier si 2 personnes sont de la même famille, comme un père et sa fille. Elle eut un léger sourire. Maman m'a expliqué que tu le voudrais peut-être un jour. La confiance de l'enfant l'irritait. On aurait dit que Claire Donovan avait tout anticipé, chaque étape, chaque réaction de Noah. Ça ne te dérange pas? Demanda-t-il en la sondant du regard. Non. Emily retourna à son dessin. Je sais que tu es mon papa. Noah sentit son visage s'échauffer, un mélange de frustration et d'un malaise qu'il n'arrivait pas à nommer. Pourquoi cette fillette était-elle si sûre d'elle? Et pourquoi se sentait-il acculé? 2 heures plus tard, une infirmière du laboratoire recommandé par Diane arriva au manoir. La procédure fut rapide, un échantillon de salive de Noah et d'Emily. La fillette ne montra aucun signe de nervosité, tandis que Noah ne parvenait pas à dissimuler son agitation. Combien de temps avant d'avoir les résultats? Demanda-t-il à l'infirmière. Nous traitons votre dossier en priorité, monsieur Hay. 48 heures maximum. Ces 48 heures furent les plus longues dont Noah se souvint. Il tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit retournait sans cesse à la fillette dormant sous son toit, au nom qui le hantait, Claire Donovan, et à l'impression inexplicable de perdre le contrôle de son histoire personnelle. Emily, en revanche, semblait de plus en plus à l'aise. Le matin du 2e jour, Noah la trouva dans la cuisine, aidant la gouvernante à faire des pancakes. « Bonjour » lança-t-elle comme si elle vivait là depuis toujours. « Tu veux des pancakes aux myrtilles? Ce sont les meilleurs. » Noah refusa poliment, se contentant de prendre son café. Il observa l'aisance d'Emily, la façon dont elle avait déjà trouvé sa place dans une maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer, même pour lui. Cet après-midi-là, l'appel téléphonique que Noah espérait et redoutait à la fois arriva enfin. « Monsieur Hay »
dit la voix formelle du médecin du laboratoire. Nous avons les résultats préliminaires du test de paternité. La bouche de Noah s'assécha. Et la probabilité de paternité est supérieure à 99,9%. Il n'y a aucun doute, la fillette est bien votre fille biologique. Le monde sembla ralentir autour de Noah. Les mots résonnaient dans son esprit mais peinaient à prendre sens. Sa fille biologique, une certitude à 99,9%. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il avoir une fille de 5 ans et ne pas se souvenir de sa mère? Monsieur est? Êtes-vous là? La voix du médecin le ramena à la réalité. Oui. Merci pour votre appel. Envoyez-moi le rapport complet par email. Noah raccrocha et demeura immobile plusieurs minutes, fixant le mur de son bureau sans vraiment le voir. Puis, lentement, il se dirigea vers le salon où Emily regardait un dessin animé. Elle perçut immédiatement sa présence, et quelque chose dans l'expression de Noah dut trahir son état de choc. « Ils ont appelé, pas vrai ?» demanda-t-elle simplement. Noah hocha la tête, toujours incapable de formuler une phrase. Emily sourit, pas avec triomphe, mais avec soulagement. « Je le savais. » Comment? Les mots lui échappèrent presque comme une accusation. Comment pouvais-tu savoir si moi-même je ne savais pas? Comment puis-je avoir une fille sans m'en souvenir? Le visage d'Emily changea, faisant preuve d'une maturité surprenante pour une fillette de 5 ans. Maman disait que tu ne te rappellerais pas. Elle a dit que c'était compliqué. Compliqué? Noah eut un rire bref, sans joie. Avoir une fille et l'oublier, c'est plus que compliqué. Emily, c'est impossible. Emily éteignit la télévision pour lui accorder toute son attention. Maman n'aime pas parler du passé, expliqua la fillette, mais elle m'a montré des photos de toi, elle m'a raconté des histoires. Elle a dit qu'un jour, peut-être, tu t'en souviendrais. Ou peut-être pas. Quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, il était trop tard pour te prévenir. Noah tenta de fouiller sa mémoire, une serveuse nommée Claire, un café, rien ne lui revenait. Il s'interrompit, incapable d'expliquer l'inexplicable à un enfant. Je ne me souviens vraiment pas, Emily. La fillette le surprit en posant sa petite main sur la sienne. Ce n'est pas grave. Maman a dit que ce n'était pas ta faute. Le propos frappa Noah comme un coup de poing. Pas sa faute? Qu'est-ce que Claire avait bien pu raconter à Emily? Et pourquoi, après 5 ans, l'avait-elle envoyée ici? Quand on retrouvera ta mère, j'aurai beaucoup de questions à lui poser, dit Noah, plus pour lui-même que pour Emily. Elle y répondra, affirma la fillette, avec cette confiance inébranlable qui troublait Noah. Maman a toujours dit que la vérité était importante, même quand elle fait mal. Noah se releva, sentant qu'il avait besoin d'espace pour digérer tout cela. En 3 jours, sa vie si bien réglée avait tourné au mystère insoluble, et l'élément le plus perturbant était que le test confirmait sans aucun doute qu'Emily était sa fille. Il existait donc tout un chapitre de sa vie dont il n'avait aucun souvenir. « Est-ce que je peux t'appeler papa, maintenant ?» demanda Emily, le prenant au dépourvu. Noah la regarda, cet enfant sûr d'elle qui partageait son ADN, qui avait ses yeux et qui, d'une façon inexplicable, faisait partie de lui. « Prenons le temps, » répondit-il plus doucement qu'il ne l'aurait cru. « On a beaucoup de choses à éclaircir d'abord. » Mais la vérité révélée par le test ADN était inéluctable. Scientifiquement, biologiquement, Noah était père. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était comment il l'était devenu, et pire encore, comment il avait pu l'oublier. Le résultat du test de paternité changea tout. En moins de 24 heures, Noah transforma sa quête de réponse en opération de grande envergure. Le manoir, d'ordinaire silencieux, devint une ruche grouillante de personnel de sécurité, d'enquêteurs privés et d'avocats. Je veux toutes les images des caméras de sécurité du supermarché où Emily dit s'être séparée de sa mère, ordonna-t-il à Marcus Brent, le chef de la sécurité qu'il avait engagé des années plus tôt pour des affaires délicates dans le milieu des affaires. Et aussi de toutes les rues adjacentes, des magasins voisins, de tout. Marcus, un ancien militaire peu bavard, acquiesça. On les a déjà demandés. On reconstitue ses déplacements dans les 48 heures avant sa disparition. De l'autre côté de la grande table de conférence improvisée dans le bureau de Noah, Diane Wells feuilletait des documents. « C'est étrange, je ne trouve pas beaucoup de traces de Claire Donovan », fit-elle remarquer avec une moue perplexe. « Pas de gros comptes bancaires, très peu de baux, toujours temporaires. On dirait qu'elle se cachait. » Noah sentit un frisson dans sa nuque. « Se cacher de qui ou de quoi ?»« Peut-être de quelqu'un », suggéra Marcus. « Certaines personnes préfèrent vivre en dehors des radars,
parfois à cause de dettes, de problèmes légaux ou... Il hésita. Ou, pressa Noah. Ou parce qu'elles ont peur de quelqu'un. Un silence lourd s'installa, chargé de possibilités dérangeantes. Noah ne cessait de se demander si Claire fuyait quelque chose ou quelqu'un. Pourquoi, dans ce cas, avoir envoyé Émilie précisément chez lui? Un léger coup frappa à la porte, rompant ses pensées. Sarah, la gouvernante, passa la tête. « Monsieur, Émilie demande si elle peut déjeuner. Il est presque 14 heures. » Noah jeta un œil à sa montre. Le temps lui avait complètement échappé. « Faites une pause, » dit-il à tout le monde. « On reprend dans 1 heure. » Tandis qu'il montait l'escalier pour rejoindre la cuisine, Noah prit conscience de sa nouvelle réalité. Il ne pouvait plus s'enfermer dans son travail et ses réunions sans penser à une autre personne, une enfant de 5 ans, sa fille, qui dépendait de lui pour les choses les plus basiques. Il la trouva assise sur le plan de travail de la cuisine, balançant ses jambes trop courtes pour toucher le sol, pendant que Sarah l'aidait à colorier un livre. « Regarde, j'ai fait un dinosaure vert !» s'exclama Émilie en voyant Noah, brandissant fièrement son livre. « Très joli !» répondit-il, surpris de la douceur de son propre ton. « Désolé de t'avoir fait attendre. » Émilie haussa les épaules et se remit à colorier. « Sarah m'a aidé. Elle ne dépasse pas les traits. » La gouvernante sourit discrètement en préparant des sandwichs. Noah remarqua à quel point Émilie avait déjà établi un lien avec elle en si peu de temps. La fillette prenait racine dans cette maison, tandis que Claire demeurait introuvable. « On peut manger dehors ?» demanda tout à coup Émilie en désignant la fenêtre. « Il fait soleil. » Noah hésita. Habituellement, il déjeunait dans son bureau quand il y pensait. Le jardin n'était qu'un décor aperçu à travers les vitres. « Pourquoi pas ?» répondit-il, se surprenant lui-même. Quelques minutes plus tard, ils étaient attablés sur la terrasse arrière, sous l'ombre d'un vieux chêne. L'air était frais et pur après la tempête de la semaine précédente, comme si la nature aussi voulait repartir à zéro. Émilie s'était juchée sur 2 coussins pour être à la bonne hauteur, balançant ses jambes dans le vide tout en mangeant le sandwich que Sarah avait découpé en triangles, comme elle avait rapidement compris que la fillette préférait. « Émilie, » commença Noah, tandis qu'elle mordait dans son sandwich, « est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi et ta maman? Où viviez-vous » Émilie mâchait, laissant quelques miettes s'éparpiller dans son assiette. « On a vécu dans plein de maisons. Des fois, dans des hôtels aussi. »« Vous déménagiez beaucoup ?» demanda Noah sur un ton qu'il voulait léger. Émilie hocha la tête avec énergie. « Beaucoup. Maman dit qu'on est des exploratrices. Tu sais pourquoi vous bougiez autant ?» La fillette haussa les épaules, avec toute la simplicité de son âge. Maman dit que c'est à cause du travail. Mais à chaque fois qu'on part, elle se retourne comme si elle avait oublié quelque chose. Noah jeta un coup d'œil à Marcus, qui attendait discrètement près de la porte-fenêtre. Le chef de la sécurité hocha légèrement la tête, signe qu'il retenait mentalement ces informations. « Quel travail fait ta maman ?» continua Noah d'une voix douce. « Quel genre de travail ?»« Elle parle avec des gens sur l'ordinateur, » répondit Émilie en croquant à pleines dents. « Des fois, elle utilise des mots bizarres que je comprends pas. D'autres langues, sans quinoa. » Émilie acquiesça la bouche pleine. Elle peut parler plein de langues. Des fois, elle m'apprend des mots magiques. « Tu vas à l'école ?» demanda Noah, curieux de savoir comment une enfant de 5 ans vivant toujours en mouvement pouvait être scolarisée. « Pas encore. C'est maman qui m'apprend les lettres et les chiffres, » répondit Émilie, l'air fier. « Je sais compter jusqu'à 100. Tu veux que je te montre ? » Peut-être plus tard, sourit doucement Noah. « Dis-moi, ta maman t'a déjà dit où elle irait si vous étiez séparés ?» Émilie secoua la tête, faisant rebondir ses cheveux. « Non. Elle m'a juste dit que si on se perdait, je devais venir chez toi, que tu t'occuperais de moi. » Elle t'a parlé de moi avant ? Elle t'a raconté des choses ? Oui. Émilie sembla s'animer encore plus, ses yeux brillants d'excitation. Elle a dit que tu buvais beaucoup de café, du café noir. Burk. Elle fit la grimace, arrachant à Noah un léger sourire malgré lui. Double americano, sans sucre, murmura-t-il. C'est ça, s'écria Émilie, ravie. Comment t'as deviné ? Noah se figea. Ce détail précis, sa préférence pour le café, éveillait un étrange sentiment de déjà-vu. C'était effectivement une habitude de longue date. C'est juste ce que je prends toujours, répondit-il prudemment. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre à mon sujet ? Que tu jouais de la musique, expliqua Émilie, levant les mains comme si elle imitait quelqu'un jouant du piano. Une jolie chanson avec lune dans le nom ?
Clas de long? Clair de lune, murmura Noah, les mots lui échappant avant qu'il puisse se retenir. Oui, s'exclama Émilie, les yeux écarquillés. Comment tu savais? Noah n'en avait aucune idée. Ce n'était pas un souvenir précis de Claire, mais effectivement, Clair de lune avait longtemps été sa pièce préférée à jouer. Le nom Claire et Clair de lune, simple coïncidence? Le reste du déjeuner s'écoula avec Émilie racontant des bribes de sa vie, interrompue par des exclamations sur les animaux qu'elle voyait dans le jardin et des questions sur l'existence de jouets dans la maison. Elle passait d'un sujet à l'autre comme tout enfant de son âge, chaque détail ne faisant qu'approfondir le mystère, tout en exerçant sur Noah un effet étrange. Le nom, Claire Donovan, commençait à lui évoquer une sensation presque physique, non pas un souvenir clair, mais une familiarité indescriptible, comme un mot sur le bout de la langue qui refuse de sortir. Après le déjeuner, Noah dut retourner à ses obligations professionnelles, une visioconférence importante qu'il ne pouvait plus reporter, même si sa vie personnelle était sens dessus-dessous. « Émilie, je dois travailler pendant quelques heures », expliqua-t-il en cherchant des mots qu'une enfant de 5 ans pourrait comprendre. « Pourquoi » demanda-t-elle aussitôt, avec la curiosité directe propre à son âge. « Parce que c'est mon travail. »« J'ai une réunion importante », répondit-il, gêné. Émilie fronça les sourcils, manifestement peu convaincue. « Mais je voulais te montrer mes autres dessins. » Noah se retrouva en territoire inconnu. Dans son monde, le travail passait toujours en premier, et personne ne remettait ses priorités en question, surtout pas une enfant qui lui arrivait à peine à la taille. « On les regardera après le dîner », proposa-t-il, s'étonnant lui-même de sa flexibilité. Émilie prit un instant pour réfléchir. « On pourra manger des pâtes ? Des pâtes à la sauce tomate, c'est mon plat préféré. » Bien sûr, acquiesça Noah, encore une fois surpris par lui-même. L'après-midi fut longue, ponctuée de réunions et de courriels. Entre deux tâches, Noah discutait avec Marcus pour voir s'il y avait du nouveau concernant Claire. Les heures passèrent sans avancée majeure. On a trouvé une vidéo d'elle sur les caméras de l'épicerie, rapporta finalement Marcus en fin de journée. Elle est entrée avec Émilie à 15h47 ce jour-là. À 16h22, on la voit paniquer, cherchant quelqu'un, probablement Émilie qui n'est plus à ses côtés. Et ensuite, demanda Noah, tendu. Elle sort du magasin, visiblement à la recherche de sa fille. Puis, Marcus marqua une pause. Quoi? Elle regarde quelque chose hors champ, son expression change du tout au tout de la pure frayeur et elle se met à courir dans la direction opposée. Un frisson parcourut Noah. Elle a vu quelqu'un. On dirait. On essaie d'obtenir les images d'autres caméras pour déterminer quoi ou qui elle a aperçu. Leur conversation fut interrompue par un appel téléphonique. C'était Diane. « Il faut que vous voyiez ça », dit-elle d'une voix directe. Quelques minutes plus tard, elle entrait dans le bureau, un dossier sous le bras. On a enfin quelque chose de concret à propos de Claire Donovan, ou plutôt à propos de Claire Dawson, Bradford, Taylor, Reynolds, et une demi-douzaine d'autres noms qu'elle a utilisés ces 6 dernières années. Diane étala sur le bureau des photocopies de cartes d'identité et de permis de conduire, chacune avec la photo de la même femme, mais des noms différents. Elle change d'identité environ tous les 8 ou 10 mois. On a pu retracer quelques-unes de ces identités. Noah examina les photos, cherchant un visage familier. Claire était jolie d'une façon discrète, cheveux bruns, très délicats, regard intelligent. Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à relier ce visage à un souvenir précis. « Pourquoi ferait-elle ça » murmura-t-il. « C'est la grande question » répondit Diane. « Les gens qui mènent ce genre de vie se cachent d'habitude de quelque chose de grave, dettes énormes, poursuites judiciaires ou quelqu'un de dangereux » termina Noah. « Exactement. Et voici le plus étrange, avant de mener cette vie de déménagement constant et de fausse identité, Claire Donovan, son vrai nom, d'après ce qu'on peut vérifier, était professeure de linguistique à l'université. Elle a publié des articles, avait une carrière prometteuse, puis, il y a 6 ans, elle a tout quitté. Il y a 6 ans, répéta Noah. Émilie a 5 ans. Un lourd silence s'installa tandis que chacun évaluait l'importance de cette coïncidence. Quelque chose avait poussé Claire à disparaître juste avant la conception d'Émilie. Noah sentit la migraine monter. Il avait besoin d'air, de temps pour réfléchir. Continuez de chercher, ordonna-t-il. Je veux tout savoir sur Claire Donovan, en particulier ce qui s'est passé il y a 6 ans. En quittant le bureau, Noah erra sans but dans les couloirs du manoir. Ses pas le menèrent finalement à l'ancienne salle de musique, un endroit qu'il visitait rarement.
Le piano à queue s'y trouvait, couvert d'une fine couche de poussière. Pris d'une impulsion, Noah en retira la housse et s'assit sur le tabouret, les mains suspendues au-dessus des touches, hésitant. Il était si absorbé qu'il ne remarqua pas la présence d'Émilie sur le pas de la porte, jusqu'à ce qu'elle parle. « C'est un piano géant », fit la fillette. Noah faillit se lever, gêné qu'on le surprenne dans un moment de vulnérabilité, mais quelque chose le retint. « Oui, c'est un piano à queue », expliqua-t-il. Émilie entra dans la pièce, les yeux grands ouverts d'émerveillement. Elle semblait minuscule à côté de l'imposant instrument. « Tu vas jouer ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment, comme si le piano pouvait s'enfuir. « Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Maman a dit que tu joues de la belle musique. » Émilie s'approcha davantage. Un petit doigt sur les touches, produisant une série aléatoire de notes. « Tu vas jouer ?» Là, c'était encore ce phénomène. CLA savait des choses sur lui qu'elle n'aurait pas dû savoir, à moins qu'il n'ait vraiment partagé un passé. « Tu veux que j'essaie ?» demanda-t-il, surpris par sa propre proposition. Émilie hocha la tête avec enthousiasme, presque en sautillant d'excitation. Noah l'aida à grimper sur le banc à côté de lui, où elle pouvait à peine voir par-dessus le clavier. Il joua les premières notes de « Clair de lune » avec hésitation. Ses doigts étaient raides, hors d'entraînement, mais peu à peu la mémoire musculaire prit le relais. Les notes coulèrent, d'abord tremblantes, puis plus assurées au fur et à mesure. Émilie observait, complètement fascinée, la bouche légèrement ouverte. « Waouh, ça ressemble à de la musique de fée. » Noah continua à jouer, laissant la musique l'envahir. À chaque note, il sentit quelque chose s'agiter en lui, pas exactement un souvenir, mais une émotion ancienne enfouie qui essayait de refaire surface. Lorsqu'il s'arrêta, le silence qui suivit sembla presque sacré. « Encore !» réclama Émilie en tapant dans ses mains. Noah esquissa un léger sourire. « Peut-être plus tard. Que dirais-tu de ces pâtes que je t'ai promises ?» Avec de la sauce tomate, lui rappela Émilie en descendant du banc avec son aide et du fromage dessus. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Noah ne mangea pas seul dans son bureau. Il s'assit dans la cuisine avec Émilie, qui insista pour aider Sarah à préparer le dîner, ce qui se résumait surtout à se tenir sur un tabouret et à remuer la sauce sous haute surveillance. La fillette bavardait sans arrêt, racontant des histoires sur un ami imaginaire appelé Monsieur Bouton, et demandant toutes les 2 minutes si les pâtes étaient prêtes. C'était une scène familiale simple, une ambiance qui n'avait jamais existé dans sa vie ordonnée et solitaire. Contre toute attente, Noah se découvrit moins mal à l'aise qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant le dîner, Émilie se tut soudain, pour la première fois depuis que Noah l'avait vue sans son énergie débordante. « Tu vas la retrouver, maman, n'est-ce pas ?» La question portait à la fois l'espoir et la peur. Noah comprit que, malgré son adaptabilité apparente, Émilie n'était encore qu'une enfant de 5 ans effrayée, séparée de la seule constante de sa vie. « Je ferai tout mon possible, répondit-il avec sincérité. « Je te le promets. » Émilie le regarda un instant, avec une intensité surprenante pour son jeune âge. Puis, à la grande surprise de Noah, elle tendit son petit doigt. « Promis petit doigt ?» demanda-t-elle, très sérieuse. Noah hésita, avant d'accrocher son auriculaire au sien. « Promis petit doigt. » Émilie sembla satisfaite de ce pacte et retourna à ses pattes avec un intérêt renouvelé. Plus tard, après l'avoir couché, un rituel comprenant 3 histoires, la vérification sous le lit et dans le placard pour s'assurer qu'aucun monstre ne s'y cachait, l'installation d'une veilleuse et la promesse de laisser la porte entr'ouverte, Noah retourna à son bureau. Les dossiers sur Claire Donovan, ou quel que soit son vrai nom, étaient toujours éparpillés sur son bureau, photos, documents, fragments d'une vie inexplicablement liée à la sienne. Noah prit une des photos et étudia le visage de la femme. Le nom résonnait dans son esprit, suscitant cette sensation étrange de familiarité sans souvenir précis, comme un rêve qui s'évapore au réveil. « Où es-tu » murmura-t-il en contemplant la photo. « Et qu'est-ce qui s'est passé entre nous ?» La maison était silencieuse autour de lui. Quelque part à l'étage, sa fille, c'était encore étrange de la considérer ainsi, dormait profondément, serrant contre elle un ours en peluche que Sarah avait trouvé dans un placard. Et quelque part dehors, la femme qui connaissait ses secrets, ses préférences, sa musique, restait introuvable. Noah reposa la photo et s'adossa à son fauteuil. Demain, il reprendrait les recherches. Demain, il serait peut-être un pas plus près de comprendre comment il avait pu perdre non seulement une femme, mais aussi 5 années de la vie de sa propre fille et peut-être une partie de lui-même. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Émilie, et l'absence de CLA devenait une présence oppressante au manoir.
Les recherches se poursuivaient, mais ne donnaient aucun résultat concret. Noah avait élargi l'équipe d'enquêteurs et offert une récompense substantielle pour toute information. Pourtant Claire Donovan semblait s'être volatilisée. Pendant ce temps, Emily s'adaptait étonnamment bien à sa nouvelle routine. Noah avait engagé une préceptrice pour son éducation, puisqu'elle avait l'habitude de recevoir l'école à la maison. Peu à peu, un nouveau quotidien se mettait en place, mais les questions sans réponse tourmentaient encore Noah. Si CLA avait envoyé Emily vers lui, pourquoi n'était-elle pas venue elle aussi? Et surtout, comment pouvait-il être le père d'une enfant de 5 ans sans se souvenir de la mère? Assis dans son bureau, Noah fixait l'écran de son ordinateur, qui affichait un dossier qu'il avait évité pendant des jours. Diane était parvenue à obtenir l'accès à ses propres dossiers médicaux, quelque chose qu'il n'avait jamais jugé utile de consulter auparavant. « Monsieur est ?» Noah leva les yeux. Sarah se tenait à la porte, hésitante. « Émilie dort déjà, dit-elle. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle veut des crêpes pour le petit déjeuner demain. » Noah acquiesça. « Merci, Sarah. Tu peux aller te coucher maintenant. » À nouveau seul, il prit une profonde inspiration et retourna à l'écran. Le rapport médical datait de 6 ans. Il en parcourut les pages jusqu'à trouver le diagnostic principal, traumatisme sévère, lésion cérébrale résultant d'un accident de voiture. L'accident. Noah s'en souvenait vaguement. Sa voiture avait quitté la route une nuit pluvieuse, percutant un arbre. Il se rappelait avoir été hospitalisé quelques semaines, mais il avait toujours considéré cet événement comme un simple incident dans sa vie bien remplie, quelque chose qu'il avait surmonté sans conséquences majeures. Il continua à lire, chaque paragraphe révélant des détails qui lui manquaient. Le patient présente une amnésie rétrograde partielle, affectant principalement les souvenirs des 14 mois précédant l'accident. Fonction cognitive par ailleurs préservée. Noah sentit un frisson glacé le parcourir. De l'amnésie? Personne ne le lui avait jamais mentionné. Où l'avait-on fait, et il l'avait tout bonnement oublié? Ses yeux se posèrent sur la date de l'accident. Après un rapide calcul, il réalisa que cela coïncidait à peu près avec 6 mois avant la conception probable d'Emily. Les 14 mois de souvenirs perdus pouvaient facilement englober toute sa relation avec CLA. Les doigts tremblants, il poursuivit sa lecture, cherchant plus d'informations. Le patient a reçu son congé après 3 semaines d'hospitalisation, avec recommandation de suivi neuropsychologique pour traiter l'amnésie. Pronostic de récupération de la mémoire incertain. Un autre passage attira son attention. Durant l'hospitalisation, le patient a été visité quotidiennement par des membres de sa famille. Aucun autre visiteur n'était autorisé, à la demande de la famille. Noah ferma les yeux, luttant pour assimiler cette nouvelle révélation. Non seulement il avait subi un accident qui avait effacé plus d'1 an de sa vie, mais sa famille avait apparemment aussi contrôlé qui pouvait ou non lui rendre visite pendant sa convalescence. CLA avait peut-être tenté de le voir. Avait-elle été refoulée par sa famille? Il se rendit compte qu'il retenait son souffle et l'expira lentement. Il avait besoin de réponses. Il saisit son téléphone et appela Diane, malgré l'heure tardive. « Je veux que tu retrouves le neurologue qui me suivait à l'époque, dit-il dès qu'elle décrocha. Le docteur Moral. Je veux un rendez-vous au plus tôt. » 2 nuits plus tard, Noah se réveilla en sursaut. Un autre rêve, le 3e depuis qu'il avait appris son amnésie. Toujours la même scène, lui, dans un lit d'hôpital, incapable de bouger, tandis qu'une silhouette féminine lui tenait la main. Il sentait la chaleur de ses doigts entrelacés aux siens, entendait des sanglots étouffés, mais dès qu'il essayait de distinguer son visage, l'image restait floue, comme si on la regardait à travers une vitre givrée. Il se leva, sachant qu'il ne se rendormirait pas. Le réveil indiquait 3h17. En enfilant une robe de chambre, il descendit pour boire un verre d'eau. En passant dans le couloir, il remarqua une faible lumière sous la porte de la chambre d'Emily. Il s'approcha prudemment et ouvrit doucement. La fillette était assise dans son lit, serrant un ours en peluche sous la lueur tamisée de la lampe de chevet, les yeux rougis et humides. « Émilie » fit Noah en entrant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai fait un mauvais rêve » répondit-elle d'une petite voix. « Maman m'appelait, mais je ne la trouvais pas. » Noah s'assit au bord du lit, mal à l'aise. Il ne savait toujours pas comment consoler un enfant. « Ce n'était qu'un rêve » dit-il, essayant de se montrer rassurant. « Tu es en sécurité, maintenant. » Émilie hocha la tête, mais continua de serrer l'ours en peluche. « Quand est-ce qu'on va retrouver maman ?» La question, directe et chargée de nostalgie, heurta Noah comme un coup. Que pouvait-il répondre? Comment apaiser la douleur d'une enfant, qui reflétait sa propre incapacité à exhumer son passé et à trouver des réponses?
Nous faisons tout ce que nous pouvons, répondit-il, évitant une promesse qu'il ne pouvait garantir. Émilie le regarda avec ses grands yeux, comme si elle voyait au-delà de ses mots. Maman dit que quand on a peur, on doit être plus courageux que la peur. Noah esquissa un petit sourire. Ta maman a l'air très sage. Elle l'est, approuva Émilie en se ranimant un peu. Et elle est forte aussi. Une fois, notre voiture est tombée en panne sur l'autoroute et elle l'a réparée toute seule. Elle a réparé une voiture ? Répéta Noah, surpris. Oui, elle a ouvert la partie devant et touché plein de trucs. Ça a pris un moment, mais après, ça a refonctionné. Maman sait faire beaucoup de choses. Noah resta silencieux, digérant ces informations. Chaque détail qu'Émilie partageait à propos de CLA peignait un portrait plus complet de cette femme mystérieuse, qui était entrée dans sa vie puis en avait disparu sans laisser la moindre trace dans sa mémoire. « Tu veux que je reste jusqu'à ce que tu te rendormes » proposa. Émilie acquiesça et s'allongea sur ses oreillers. Noah resta à ses côtés, maladroit mais présent. En quelques minutes, la respiration de la fillette se fit profonde et régulière. Même après qu'Émilie se fut rendormie, il demeura là un moment à la regarder. Comment avait-il pu manquer les 5 premières années de la vie de sa fille? Comment avait-il pu oublier entièrement la mère de l'enfant? Et si ses souvenirs ne revenaient jamais? S'il ne se rappelait jamais de CLA? Le lendemain matin, Noah attendait dans une salle d'attente discrète d'un centre médical en centre-ville. Il avait réussi à obtenir un rendez-vous avec son ancien neurologue, le docteur Moral, un homme d'âge moyen à l'allure académique. « Monsieur est » fit le docteur en l'accueillant dans son cabinet. « J'ai été surpris que vous me recontactiez, après 6 ans sans nouvelles. » Noah s'assit, comme le médecin l'y invitait. « Docteur, j'ai récemment découvert que j'ai une fille de 5 ans. » Le docteur Moral haussa les sourcils, mais son visage demeura professionnel. « Je vois. Et cela a un lien avec votre accident ? » Apparemment. Sa mère, Claire Donovan, je ne me souviens pas du tout d'elle, mais tout indique que nous avons eu une relation pendant la période dont je n'ai aucun souvenir à cause de l'amnésie. Le médecin hocha la tête en consultant un dossier sur son bureau. Votre amnésie rétrograde concernait environ 14 mois avant l'accident. Il est tout à fait possible que vous ayez eu une relation significative durant cette période. Pourquoi personne ne m'a rien dit ? S'écria Noah, sans parvenir à masquer sa frustration. Pourquoi ne m'a-t-on pas informé que j'avais perdu plus d'1 an de souvenirs ? Le docteur Moral ajusta ses lunettes, choisissant ses mots avec soin. Monsieur, j'ai informé votre famille de votre état. C'est votre père qui a décidé de la marche à suivre. Il estimait que trop de stress compromettrait votre rétablissement. Mon père, répéta Noah, amer. Évidemment, Gérald, le patriarche autoritaire, n'a jamais approuvé aucune de mes relations. Vous êtes venu me voir quelques fois après votre sortie, reprit le médecin. Mais au bout de quelques rendez-vous, vous avez décidé d'arrêter le traitement. Vous disiez que vous vous sentiez bien, que vous préfériez aller de l'avant. Noah fronça les sourcils, il n'en avait aucun souvenir. C'est fréquent dans les cas d'amnésie, expliqua le docteur Moral, notant la confusion de Noah. Certains patients préfèrent ne pas creuser les souvenirs perdus, surtout s'ils peuvent reprendre leur vie sans entrave majeure, ils ont un travail, une routine. Maintenant, j'ai une fille, conclut Noah. Et je ne me rappelle pas de sa mère. Le docteur opina. Est-ce que quelque chose a changé dernièrement ? Avez-vous des flashs ou des rêves récurrents ? Noah hésita. Des rêves, une femme à l'hôpital qui me tient la main. Je ne vois pas son visage. C'est bon signe, répondit le docteur Moral. Cela signifie que les souvenirs sont présents, juste inaccessibles. Nous pouvons tenter des approches thérapeutiques pour les faire remonter. Quelles approches ? Thérapie cognitivo-comportementale, hypnose clinique, exercice de visualisation, énuméra le médecin. Mais je dois vous avertir, retrouver des souvenirs traumatiques ou émotionnellement chargés peut être un processus difficile. Je veux essayer, décida Noah. J'ai besoin de la vérité, pour Émilie et pour moi. Au cours des 2 semaines suivantes, Noah jongla entre sa société, Émilie et des séances de thérapie. 3 fois par semaine, il rencontrait la docteure Lynn Shen, neuropsychologue spécialisée en récupération de la mémoire, recommandée par le docteur Moral. Les séances étaient intenses et souvent frustrantes, exercices de visualisation, techniques de relaxation profonde, voire hypnose clinique, tout cela pour tenter d'accéder à ces 14 mois perdus. Le cerveau se protège, expliqua la docteure Shen lors d'une séance particulièrement difficile. Quand il subit un traumatisme comme votre accident, il peut bloquer les souvenirs de la période précédente, comme mécanisme de défense. Mais ça fait 6 ans, objecta Noah.
Le temps n'est pas toujours le facteur principal. Sans les bons stimuli, certains souvenirs peuvent rester bloqués indéfiniment. Dans une séance, la Dr Chen demanda à Noah d'apporter la musique qu'il écoutait à l'époque de l'accident. Il choisit des pièces de Debussy, dont « Clair de lune », ce morceau qu'il associait inexplicablement à Claire. Allongé sur un divan confortable dans le cabinet silencieux, Noah ferma les yeux tandis que les notes délicates emplissaient la pièce. La Dr Chen le guida à travers un exercice de relaxation, lui demandant de visualiser un couloir avec plusieurs portes. Chaque porte peut contenir un souvenir, dit-elle d'une voix douce. Contente-toi de les observer, ne force rien. Noah imagina le couloir, se sentant de plus en plus détendu. Les portes apparurent dans son esprit, toutes closes. Il les parcourut mentalement jusqu'à ce qu'une porte attire son attention. Elle était d'un bleu pâle, avec une petite fissure au milieu. Il s'approcha, et dès qu'il posa la main sur la poignée, la musique de fond sembla s'intensifier. Il tourna la poignée et la porte s'ouvrit. Un café. L'odeur de grains fraîchement moulus. Il était assis à une table près de la fenêtre, travaillant sur son ordinateur portable. Une voix féminine lui demanda s'il voulait plus de café. Il leva les yeux, l'image s'évanouit avant qu'il ne puisse voir son visage. Noah rouvrit les yeux, frustré. « J'étais dans un café », dit-il à la Dr Chen. « Quelqu'un m'a proposé du café, mais je n'ai pas vu qui c'était. »« C'est un progrès », le rassura-t-elle. « Les images seront plus claires avec le temps. N'essayez pas de forcer. » Cette nuit-là, le rêve revint, plus vif que jamais. Noah, à l'hôpital, la femme qui lui tient la main. Cette fois, il entendait des bribes de mots, « S'il te plaît, laissez-moi le voir. Je l'aime, il doit savoir. » Puis une voix masculine, familière et autoritaire, « Mon fils a besoin de récupérer sans distraction. Je vous demande de ne plus revenir. » Noah se réveilla en sursaut, la tête en feu. La voix masculine était sans équivoque celle de son père, Gérald, qui avait chassé quelqu'un qui voulait le voir à l'hôpital. Cla. Son cœur s'emballa tandis qu'il s'efforçait de retenir ses fragments de rêve avant qu'ils ne disparaissent. Pris de vertige, il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit était claire, parsemée d'étoiles, la même vue qu'il avait 6 ans plus tôt, et pourtant tout était tellement différent. Un cri perçant traversa ses pensées. « Maman !» Noah courut dans le couloir jusqu'à la chambre d'Emily. La fillette était assise dans son lit, des larmes coulant sur ses joues, encore prisonnière de son cauchemar. « Emily » appela-t-il doucement, en s'approchant d'elle. « C'est moi, tu es en sécurité. » La petite le regarda, clignant des yeux avant de le reconnaître. Sans prévenir, elle se jeta dans ses bras en sanglotant. « J'ai rêvé que maman avait peur » octa-t-elle entre deux larmes. Elle courait et m'appelait, mais je ne pouvais pas la rejoindre. Noah la serra contre lui, maladroitement, sentant son petit corps trembler. « Ce n'était qu'un rêve » murmura-t-il, même s'il craignait que ce rêve ne reflète la réalité, si c'est elle fuyait réellement quelque chose ou quelqu'un. « Je veux ma maman » gémit Emily, la voix étouffée contre l'épaule de Noah. « Je sais » répondit-il, dévoré par l'impuissance. Comment la rassurer ? Comment apaiser la souffrance d'une enfant qui, en fin de compte, reflétait la sienne, sa propre incapacité à se souvenir et à trouver des réponses. « Je la retrouverai » promit-il, même s'il n'était pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. « Nous la chercherons ensemble. » Tandis qu'il berçait Emily pour la rendormir, Noah ressentit tout le poids de sa propre inaptitude. Il ne savait pas être père. Il ignorait comment rassurer un enfant terrifié. Il n'avait aucun souvenir pour le guider, aucune expérience à laquelle se raccrocher. Seulement des bribes, des morceaux d'un puzzle dont l'image finale lui échappait. Une femme qui pleure à l'hôpital, son père refusant des visites, un test ADN confirmant qu'Emily est sa fille, des dossiers médicaux décrivant 14 mois effacés de sa mémoire. Quelque part dans ce vide se trouvait Claire Donovan, la femme qui connaissait sa musique, qui avait élevé seule leur fille pendant 5 ans, et qui avait dû envoyer Emily vers lui, pour une raison qu'il ignorait. Assis sur le lit d'Emily, regardant le visage endormi si semblable au sien, Noah prit une résolution silencieuse. Il retrouverait Claire, il recouvrerait la mémoire, il découvrirait la vérité, même si elle était douloureuse. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelque chose comptait plus que le travail, la réussite ou les attentes de la famille. Cette petite fille, qui dormait encore avec des larmes séchées sur ses joues, méritait des réponses. Et si cela signifiait affronter l'oubli dans sa propre tête, alors il le ferait. Noah fut réveillé par des éclats de rire qui provenaient du rez-de-chaussée. Un instant, il fut désorienté. On entendait rarement des rires au manoir, surtout de bon matin. Puis il se souvint d'Emily. Depuis 3 semaines,
Sa routine avait changé plus qu'au cours des 10 dernières années. Maintenant, il se levait plus tôt, prenait le petit déjeuner dans la cuisine au lieu de son bureau et connaissait les noms de tous les personnages du dessin animé préféré de sa fille. Sa fille. C'était encore étrange de l'appeler ainsi, mais chaque jour rendait cela moins irréel. Il s'habilla rapidement et descendit. Dans la cuisine, Emily était juchée sur le comptoir, aidant Sarah à préparer ce qui semblait être de la pâte à pancakes. La petite avait de la farine sur le nez et souriait en remuant le mélange. « Papa !» lança-t-elle en le voyant, sans lâcher la cuillère. « On fait des pancakes avec des visages. » Noah remarqua qu'elle avait commencé à l'appeler « papa » quelques jours plus tôt, spontanément, sans qu'il le lui propose. La première fois, il avait été déstabilisé, avec une drôle de boule dans la gorge. « Bonjour » fit-il en se servant un café. « Des visages » confirma Sarah en versant la première louche de pâte dans la poêle. « On peut mettre des myrtilles pour les yeux et des bananes pour les sourires. » expliqua Emily, tout excitée. Comme dans le livre qu'on a lu hier. Le livre en question faisait partie de la collection grandissante qui occupait maintenant une étagère entière dans le bureau de Noah. Les histoires du soir étaient devenues un rituel incontournable. « Monsieur Hay » intervint Sarah en préparant le pancake suivant, « Monsieur Brent a appelé. Il a dit qu'il serait là dans 1 heure pour la réunion. » Noah hocha la tête. Marcus était en charge des recherches sur CLA, avec une équipe plus nombreuse d'enquêteurs et de détectives privés. Ils avaient prévu une réunion pour faire un point sur les avancées. « Emily, ça ne te dérange pas de rester avec Madame Patel ce matin ?» demanda-t-il, faisant référence à la préceptrice qu'il avait engagée. « J'ai une réunion importante. »« À propos de maman ?» demanda Emily sans détour, ses grands yeux braqués sur lui. Noah hésita une seconde. Il avait décidé de ne pas lui cacher la vérité, au moins en partie. « Oui, à propos de ta maman. » Emily acquiesça, soudain très sérieuse. « Je vais faire un dessin pour elle pendant que vous parlez, pour quand on la retrouvera. » L'optimisme inébranlable de l'enfant laissa Noah sans voix. Après près d'1 mois de recherches intensives, il commençait à craindre le pire, mais Emily était sûre qu'il retrouverait CLA. « Excellente idée, » répondit-il, en s'asseyant pour partager le petit déjeuner avec sa fille. 1 heure plus tard, Noah se trouvait dans son bureau avec Marcus Brent et 2 détectives privés engagés pour l'affaire. Diane Wells était également présente, prenant des notes. « Nous avons réussi à retracer les déplacements de Claire Donovan sur les 18 derniers mois, » expliqua Marcus en étalant des photos et des documents sur le bureau. « Nous avons identifié au moins 6 identités différentes durant cette période. » « Pourquoi autant de changements ?» s'étonna Noah en examinant des photos de CLA dans diverses villes. « C'est là que ça devient intéressant, » répondit Jeff Lowry, un ancien policier désormais détective privé. « Nous avons parlé à des voisins, des collègues temporaires, des propriétaires là où elle a loué des logements. Tous disent la même chose, elle semblait toujours surveiller ses arrières, comme si elle fuyait quelqu'un. Une voisine à Boston, où CLA a vécu 4 mois sous le nom de Claire Taylor, a dit qu'elle vérifiait 2 fois les verrous et n'acceptait jamais les livraisons sans regarder par le Judas, poursuivit la 2e détective, Anna Ramirez. À Denver, un voisin raconte qu'elle est partie au beau milieu de la nuit après avoir vu une voiture inconnue garée dans la rue 2 jours d'affilée, reprit Jeff. Un nœud se forma dans l'estomac de Noah. Le tableau qui se dessinait était troublant. CLA vivait dans une peur constante, toujours sur le qui-vive, prête à fuir. Et Emily était au milieu de tout ça, murmura-t-il. Oui, et ce détail est important, souligna Anna. Malgré tous les déménagements, d'après ce qu'on a appris, CLA n'a jamais négligé sa fille. Précepteur privé, bibliothèque, musée. Elle veillait toujours à ce qu'Emily ait une forme d'éducation correcte. La première grande question, reprit Marcus, c'est qui ou quoi la poursuivait. La deuxième, c'est pourquoi avoir envoyé Emily chez vous maintenant. Noah n'avait pas de réponse. Ces dernières semaines, ces séances de thérapie n'avaient produit que des bribes de souvenirs, un café, un rire, le contact d'une main. Rien d'assez solide pour résoudre le mystère de Claire Donovan. Il y a autre chose, fit Jeff, comme s'il hésitait à poursuivre. Nous avons trouvé quelqu'un qui a eu un contact régulier avec CLA, une femme nommée Teresa Vagé, à Portland. Elles étaient voisines pendant environ 3 mois, il y a 1 an. Et l'encouragea Noah. Teresa dit que Claire lui avait confié être poursuivie par quelqu'un de puissant, capable d'acheter n'importe qui, précisa Jeff. Il marqua une pause. Elle ajoute que CLA craignait qu'on ne s'en prenne à sa fille. Noah sentit un frisson glacé le traverser. Ça explique pourquoi elle a envoyé Emily chez moi, si elle pensait que je pourrais la protéger en cas de problème.
Mais ça n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas manifestée, rétorqua Diane. Ni pourquoi elle a attendu 5 ans pour le faire. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'idée que CLA soit en grand danger devenait de plus en plus plausible. Il faut intensifier les recherches, décida Noah en se levant. Doubler l'équipe, augmenter la récompense. Je veux aussi renforcer la sécurité du manoir pour Emily. Marcus hocha la tête. J'ai déjà lancé des protocoles de sécurité avancés. Personne ne peut entrer ni sortir sans contrôle strict. Il y a encore une chose, enchaîna Anna, en sortant une enveloppe de sa mallette. Nous avons trouvé ceci à Seattle. Claire a travaillé dans une librairie pendant quelques semaines, il y a environ 2 mois, sous le nom de Claire Reynolds. Le propriétaire a conservé ça quand elle est partie précipitamment. Anna posa une photo sur le bureau. Noah la prit et sentit son cœur s'emballer. La photo montrait une jeune femme, CLA, assise sur un banc dans un parc. À côté d'elle, une petite fille reconnaissable entre toutes, Emily, âgée d'environ 3 ans. Elles souriaient toutes deux à l'objectif. Au dos, une date qui remontait à 2 ans et un mot manuscrit, Remembé. Remembé, répéta Noah, saisi par une étrange impression de déjà-vu. On aurait dit que la photo cherchait à lui rappeler quelque chose, à faire ressurgir un souvenir enfoui. Il y a plus, reprit Anna. Le propriétaire de la librairie a mentionné que CLA se rendait régulièrement dans un café précis, le Blue Note, presque tous les jours. À café ? Fit Noah, le front plissé. L'évocation éveillait quelque chose en lui. Oui, et voici le point intéressant, le Blue Note se trouvait à moins d'1 kilomètre d'ici. Il a fermé il y a environ 2 ans, mais à l'époque. J'y allais presque tous les matins, compléta Noah, l'illumination le gagnant. Un double americano, sans sucre. Tous les regards se tournèrent vers lui, interloqués. Monsieur est ? Fit Marcus, confus. Emily m'a dit que sa mère lui avait raconté qu'ils s'étaient rencontrés dans un café où elle travaillait, et que je commandais toujours la même chose, expliqua Noah en contemplant la photo, tentant de rassembler ses pensées. Le Blue Note était sur le trajet entre mon ancien appartement et le bureau. J'y passais tous les matins, ou presque. On a donc un lien concret, conclut Diane. Vous et CLA vous connaissiez vraiment. Ce n'est pas une histoire inventée. Noah hocha lentement la tête, le regard fixé sur l'image. Il y avait quelque chose dans le sourire de CLA, dans sa façon de pencher la tête, qui faisait naître une impression de familiarité chez lui. Mais le souvenir complet restait hors de portée, tel un rêve qui s'évanouit au réveil. On dirait qu'on a une piste plus claire maintenant, intervint Jeff. Nous allons fouiller tous les déplacements de CLA à Seattle à cette époque. Si elle est retournée au Blue Note, elle a peut-être gardé d'autres contacts là-bas. La réunion se poursuivit encore 1 heure, pour établir de nouveaux axes de recherche. Quand tout le monde partit, Noah resta dans son bureau, la photo à la main. Remembé. Qu'est-ce que CLA voulait qu'il se rappelle ? Un petit coup discret à la porte l'arracha à ses réflexions. Emily entra, un dessin coloré dans les mains. J'ai fini, annonça-t-elle fièrement en tendant la feuille à Noah. Il la prit et découvrit 3 personnages en bâton, l'un petit, avec des cheveux bruns, un autre plus grand, apparemment en costume, et un 3e avec de longs cheveux marrons. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune vif et un gros cœur rouge qui les entourait tous. C'est notre famille, expliqua Emily. Toi, moi et maman, quand on sera tous ensemble à nouveau. Noah ressentit un élan d'émotion inattendu. C'est très beau, dit-il avec difficulté. Je peux le mettre sur le frigo ? Demanda Emily en le reprenant déjà. Sarah dit que c'est là que les familles mettent les dessins importants. Bien sûr, répondit Noah, la regardant s'éloigner en sautillant, toute joyeuse. Famille. Ce mot n'avait jamais signifié grand-chose pour Noah, enfant. Dans sa famille, il n'y avait que des attentes étouffantes et une approbation conditionnelle. Son père, Gérald, avait bâti un empire et attendait de son fils qu'il suive précisément la voie tracée. Sa mère, toujours dans l'ombre de son mari, intervenait rarement. Chez les famille signifiait réussite, pas affection. À présent, une fillette de 5 ans redéfinissait ce concept pour lui. Le reste de la journée passa, Noah jonglant entre son travail et la nouvelle routine instaurée avec Emily. Le déjeuner partagé, une promenade dans le jardin en milieu d'après-midi, l'aide qu'il lui apportait pour les exercices de sa préceptrice. Le soir venu, après le dîner, arriva le moment favori d'Emily, l'histoire du soir. Noah s'installa dans le fauteuil près de son lit, un livre pour enfants à la main. Celui-là parle d'un ours qui perd sa famille et la retrouve, expliqua Emily, se blottissant contre ses oreillers avec son ours en peluche.
Noah commença la lecture, remarquant à quel point les yeux d'Emily brillaient à chaque rebondissement. Lorsqu'il referma le livre, elle le déconcerta avec une remarque. « Tu sais, tu as changé. » Noah cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand je suis arrivé, tu ne souriais presque jamais. Maintenant, tu souris plus. » Sarah et Diane l'ont remarqué aussi. Je les ai entendus en parler. Noah ne sut pas quoi répondre. Était-ce vrai ? Avait-il changé ? Et aujourd'hui, tu t'es fâché contre cet homme au téléphone, reprit Emily. Je ne t'avais jamais entendu hausser la voix. Elle faisait allusion à un appel avec l'un des directeurs de la société, qui remettait en cause ses absences fréquentes ces dernières semaines. Noah s'était emporté, inhabituel chez lui qui était toujours si calme et maître de lui. Parfois, on a besoin de parler fort pour se faire entendre, dit-il, un peu embarrassé. Emily acquiesça avec la sagesse d'une enfant qui semble plus âgée qu'elle ne l'est. Maman dit que parfois, il faut rugir comme des lions même si on se sent petit comme une souris. Une de plus dans la liste des innombrables maximes de CLA. Chaque évocation de sa part ajoutait une couche au portrait fascinant de cette femme dans l'esprit de Noah. « Il est l'heure de dormir », fit-il, en bordant la couverture autour d'Emily. « Tu vas la retrouver demain, maman ?» demanda Emily, comme chaque soir. « On fait tout ce qu'on peut », répondit-il, comme d'habitude. Mais cette fois, il ajouta. « Et on a de nouvelles pistes. Des pistes prometteuses. » Le sourire endormi d'Emily lui suffit comme récompense pour ce petit geste d'espoir. Une fois qu'elle s'endormit, Noah redescendit à son bureau. Le manoir était silencieux, seuls quelques agents de sécurité patrouillaient discrètement. Depuis qu'il avait découvert que CLA fuyait peut-être une menace réelle, il avait considérablement renforcé la sécurité. Il examinait les rapports du jour quand son téléphone sonna. L'écran indiqua que l'appel venait de Marcus Brent. « Eh » dit-il en décrochant. « Monsieur, on a quelque chose » répliqua Marcus, la voix tendue mais pleine d'enthousiasme. Anna a suivi une piste à Portland. Une femme correspondant à la description de CLA a été aperçue dans une petite ville côtière, à 2 heures d'ici. Le cœur de Noah s'emballa. Quand ça ? Hier. Elle utilise le nom de Claire Wilson désormais, a loué une chambre dans une pension, payée en liquide. Elle semble être seule. Vous êtes sûr que c'est elle ? La description correspond, et Anna est en route pour vérifier. Si c'est vraiment celle, on peut être là-bas en moins de 3 heures. Noah. Vérifie l'heure, 22h17. Arrange tout. Je veux partir à l'aube. Et Emily ? Noah hésita. Emmener la fillette pouvait être risqué, surtout si CLA était vraiment en danger. Mais si c'était une fausse alerte, Emily serait dévastée de ne pas être venue. Elle vient avec nous, décida-t-il finalement. Si c'est vraiment CLA, Emily doit être là. Après avoir raccroché, Noah resta immobile quelques minutes, tentant de comprendre ce qui pourrait se passer le lendemain. Après des semaines de recherche, ils allaient peut-être enfin trouver CLA. Et ensuite ? Que dirait-il à la femme qu'il avait connue et aimée, mais dont il ne se souvenait plus ? Comment expliquerait-il qu'il avait perdu tout souvenir de leur relation ? Et, surtout, qu'expliquerait CLA ? Pourquoi était-elle restée cachée pendant 5 ans ? Pourquoi avait-elle choisi ce moment pour envoyer Emily vers lui ? Noah monta lentement l'escalier et s'arrêta devant la chambre d'Emily. Il ouvrit la porte sans bruit et la vit dormir paisiblement, serrant son ours en peluche. Demain, peut-être que cette petite famille divisée pourrait commencer à se retrouver, ou bien faire face à des révélations qui changeraient de nouveau tout. Fermant doucement la porte, Noah se dirigea vers sa propre chambre. Sur la table de chevet, il posa la photo qu'Anna avait trouvée, CLA et Emily souriantes dans un parc. « Souviens-toi » disait le dos du cliché. Demain, peut-être se souviendrait-il enfin. Le voyage vers la ville côtière avait été un faux espoir. La femme identifiée comme CLA Wilson n'était qu'une touriste ressemblant vaguement à la mère d'Emily. Encore une piste qui ne menait nulle part. Noah et Emily étaient rentrés au manoir et en silence, la déception pesant sur eux, même si Noah tentait de la cacher pour Emily. Cheyon, en revanche, restait étonnamment optimiste, affirmant que, la prochaine fois, on trouvera maman. 3 jours après leur retour, un paisible dimanche matin fut interrompu par le bruit de voitures arrivant devant le manoir. De la fenêtre de son bureau, Noah vit 3 véhicules de luxe se garer, une Bentley noire qu'il reconnut immédiatement, suivie de 2 SUV haut de gamme. « Merde » marmonna-t-il. La dernière personne qu'il souhaitait voir débarquait à l'improviste, Gérald, son père, sorti de la Bentley avec la même raideur qu'à son habitude. À 68 ans,
Il conservait l'aura intimidante qui avait marqué toute l'enfance et la jeunesse de Noah. Derrière lui se tenait la mère de Noah, Elnar, toujours élégante et distante. Des autres voitures descendirent Richard, son frère aîné, avec sa femme Vanessa, et Caroline, sa sœur, avec son mari. Toute la famille est. Ça ne présageait rien de bon. Noah n'eut pas le temps de prévenir Émilie, qui jouait dans le jardin avec Sarah. Au moment où la sonnette retentit, il était trop tard. « Monsieur » annonça le majordome à la porte du bureau, « votre famille est dans le salon. »« Dites-leur que j'arrive » répondit Noah, prenant un instant pour rassembler ses pensées. Lorsqu'il entra dans le grand salon, toute la famille était assise comme pour un conseil de guerre. Gérald se tenait près de la cheminée, tel un général prêt au combat. Noah, commença son père, sans salutation. « Nous sommes venus dès que nous avons su. Pourquoi ne pas nous avoir informés de cette situation ?» Noah garda son calme. « Bonjour à toi aussi, papa. Maman. Richard. Caroline. » Elnar esquissa un sourire crispé. « Mon chéri, nous sommes inquiets. »« Inquiets de quoi, exactement ?» demanda Noah, même s'il connaissait la réponse. « De cette absurdité » rétorqua Gérald sèchement. « Diane nous a parlé de la fillette et de cette histoire ridicule. » Noah sentit la colère monter. Diane était son avocate personnelle, mais elle gérait aussi les affaires de technologie. Visiblement, sa loyauté était partagée. « Émilie n'a rien d'absurde », déclara Noah, retenant son irritation. « C'est ma fille. Le test ADN l'a confirmé. »« L'ADN peut être falsifié », intervint Richard d'un ton condescendant que Noah avait toujours détesté, surtout quand de grosses sommes d'argent sont en jeu. Vanessa, toujours prompte à s'immiscer, ajouta. « On sait tous comment ça marche, ce genre d'arnaque, Noah. Une femme surgit de nulle part en prétendant avoir un enfant d'un homme riche. Le grand classique. »« La petite n'est pas sortie de nulle part, » rétorqua Noah. « Et Claire ne demande rien. Elle n'a même pas fait surface pour exiger quoi que ce soit. » Pourtant, insista Gérald, c'est évidemment la première étape de l'escroquerie. On envoie l'enfant, on crée un lien affectif, puis la mère apparaît pour exiger des millions afin d'éviter un scandale public. Noah eut presque envie de rire devant l'ironie. Son père, si préoccupé par un éventuel scandale, alors que ses propres actions, 6 ans plus tôt, pouvaient être bien pires. « Le test ADN est formel, » répéta-t-il. « Émilie est ma fille biologique. »« Et la mère ?» demanda Caroline, d'un ton plus doux mais toujours méfiant. « Claire Donovan. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ?» Avant que Noah ne puisse répondre, la porte du salon s'ouvrit. Émilie, les cheveux encore humides et portant une robe propre, sans doute Sarah l'avait-elle fait rentrer pour se changer, fit quelques pas à l'intérieur. Elle se figea en voyant tant d'inconnus. Le silence tomba, tandis que 6 paires d'yeux hostiles ou curieux se braquaient sur la petite silhouette. Émilie, appela doucement Noah, lui tendant la main. « Viens. » Elle traversa la pièce et se posta à ses côtés, jetant un regard inquiet aux adultes. « Voici Émilie, » présenta Noah. « Ma fille. » Gérald l'observa d'un regard analytique. « Elle a le nez des concéda-t-il à contre-cœur. »« Et les yeux » ajouta Elnar, l'expression légèrement attendrie. Émilie balaya la pièce du regard, manifestement mal à l'aise sous cet examen. « C'est qui » chuchota-t-elle à Noah. « Mes parents et mes frères et sœurs » expliqua-t-il doucement. « Ta famille. » Gérald fit un pas en avant, s'adressant à Émilie d'un ton identique à celui qu'il employait en réunion. « Alors, tu es la fille de Claire Donovan. Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur nous ?» Émilie se tassa contre Noah, effrayée. « Rien. Elle m'a seulement parlé de mon papa. »« Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur ton papa ?» insista Gérald. Noah intervint. « Ça suffit. Émilie, va avec Sarah et prépare un goûter. J'ai à parler à la famille. » La fillette s'empressa de quitter cet environnement pesant, soulagée. Une fois la porte refermée, Noah se tourna vers ses proches. « Soyons clairs, » dit-il d'une voix basse et assurée. « Émilie est ma fille. Ce n'est pas une arnaque, ni une histoire montée de toutes pièces. Et je ne vous laisserai pas la traiter comme telle. »« Noah, » commença Gérald sur un ton autoritaire familier. « Tu ne réfléchis pas. Cette femme, c'est là, t'a manifestement manipulé. Elle a profité de mon passé que vous avez contribué à effacer, » coupa Noah. « Cet accident, l'amnésie. Intéressant qu'on ait jugé inutile de me dire que j'avais perdu plus d'1 an de souvenirs. » Elnar se dandina sur son siège, gêné. Richard et Caroline échangèrent un regard.
Nous avons fait ce qu'il fallait pour ton bien, répliqua Gérald, sans ciller. Tu étais sur une pente autodestructrice, tu fréquentais des gens peu recommandables, tu mettais en péril l'avenir que nous avions construit pour toi. Des gens peu recommandables, répéta Noah avec amertume. Comme c'est là? Surtout comme elle, confirma Gérald. Une serveuse de café, sans avenir, sans relation, qui voulait s'accrocher à la famille. Nous avons fait ce qui était nécessaire. La confession, lâchée avec un tel détachement, heurta Noah de plein fouet. Ses soupçons se confirmaient, sa famille avait sciemment écarté Claire pendant sa convalescence. Vous n'en aviez pas le droit, dit-il, la voix tremblant de colère contenue. Nous avions tous les droits de protéger les intérêts de cette famille, rétorqua Gérald, imperturbable. Et c'est exactement ce que nous faisons maintenant. Cette petite ne peut pas simplement être admise parmi les et sans qu'on considère les implications légales, financières et médiatiques. Noah balaya l'assemblée du regard. Son père autoritaire, sa mère passive, son frère arrogant, sa sœur incertaine, la famille qui avait toujours dicté sa vie. « Je vais le dire une seule fois », déclara-t-il d'un ton plus ferme que jamais face à son père. « Émilie est ma fille et elle restera avec moi. Je continuerai à chercher CLA. Aucun de vous n'interviendra, d'aucune manière. » Noah, commença Gérald, mais Noah le coupa. Si vous interférez, si vous faites quoi que ce soit contre Émilie ou CLA, je couperai les ponts avec cette famille. Mes parts dans l'entreprise, mon poste de PDG, mon nom, prenez tout. Mais Émilie reste avec moi. L'ultimatum tomba comme un orage prêt à éclater. Gérald était rarement défié, surtout pas par son plus jeune fils, d'ordinaire le plus conciliant. Tu ne réfléchis pas, insista Gérald. Cette fillette n'est là que depuis quelques semaines, nous sommes ta famille depuis 38 ans. Et en 38 ans, quand avez-vous agi une seule fois vraiment dans mon intérêt, et non dans celui du non, répliqua Noah. Émilie est peut-être apparue récemment, mais elle est plus sincère que n'importe qui ici. Elnar se leva, l'air soudain épuisé. Gérald, nous devrions peut-être laisser du temps à Noah. Il est clair qu'il a des sentiments pour l'enfant. Gérald fixa son fils, le visage fermé. Ce n'est pas terminé, Noah. Une fois que tu auras surmonté cette sensiblerie, nous reparlerons des mesures concrètes pour gérer cette situation. Il n'y a pas de situation à gérer, rétorqua Noah. Seulement une réalité que vous devez accepter. La famille est partie avec la même efficacité qu'à son arrivée. Lorsque la dernière voiture disparut, Noah sentit ses épaules se détendre, comme si un poids énorme venait de s'envoler. Il trouva Émilie dans la cuisine, où Sarah lui avait préparé un sandwich. Elle le regarda avec ses yeux attentifs, comme si elle sentait la tension persistante. « Il ne m'aime pas », dit-elle, sans poser la question, mais en tirant un constat. Noah s'assit à côté d'elle. « Il n'aime pas grand-chose qui leur échappe. Mais ça n'a pas d'importance. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que moi, je t'aime bien, » répondit Noah, surpris de la facilité avec laquelle ces mots lui venaient. « Et personne ne peut changer ça. » Émilie sourit et lui tendit la moitié de son sandwich, un geste simple qui signifiait bien plus pour Noah que toute l'approbation que Gérald lui avait un jour accordée. À cet instant, il sut qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois, il suivait sa propre voie, et il n'était pas question de faire marche arrière. Le téléphone sonna à 3h17 du matin. Noah, qui dormait mal ces temps-ci, décrocha avant la deuxième sonnerie. « Eh » dit-il, déjà alerte. « On l'a trouvé » annonça la voix de Marcus Brent, sans avoir besoin de se présenter. Claire Donovan. Nous sommes absolument sur cette fois. Le cœur de Noah s'emballa. Où ça ? Dans une pension appelée Safe Harbor, à la périphérie de Milaven, à environ 1 heure de route d'ici. Son contact local l'a reconnue formellement grâce aux photos. Combien de temps est-elle là-bas ? Au moins 3 jours. Elle est seule, discrète. Elle a loué la chambre pour 1 semaine, payée en liquide. Noah était déjà en train d'enfiler ses vêtements. Je pars tout de suite. Monsieur, je vous conseille la prudence. Peut-être vaudrait-il mieux attendre l'aube. Elle pourrait disparaître à tout moment. Je ne prendrai pas ce risque. Préparez la voiture. Réveillez Émilie. On part dans 20 minutes. En s'habillant à la hâte, Noah sentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Après presque 2 mois de recherche, ils allaient peut-être enfin retrouver CLA. Que pourrait-il lui dire ? Que ressentirait-il en voyant en vrai ce visage qu'il ne connaissait que par des photos et des rêves fragmentés ? Sarah était déjà dans la chambre d'Émilie quand Noah arriva. La fillette, encore endormie,
se frottait les yeux pendant que la gouvernante l'aidait à enfiler un manteau par-dessus son pyjama. « Papa » murmura Émilie, encore confuse. « Pourquoi il fait nuit » Noah s'accroupit pour être à sa hauteur. « Émilie, on a retrouvé ta maman. » L'effet fut immédiat. Les yeux de la petite s'ouvrirent en grand, tout signe de fatigue envolée. « Maman ? Oh ! Dans une ville pas très loin. On va la voir maintenant. » Émilie sauta hors du lit, pleine d'énergie. « Allons-y, vite !» En moins d'une demi-heure, ils étaient en voiture, Noah, Émilie et 2 gardes du corps dans un SUV sans signe distinctif. Marcus les précédait de quelques minutes dans un autre véhicule pour s'assurer que tout était sûr. Le trajet s'effectua dans un silence ponctué de rares mots. Noah restait concentré sur la route et ses pensées tumultueuses, regardant de temps à autre dans le rétroviseur. Émilie, silencieuse, scrutait l'obscurité en serrant son ours en peluche. « C'est comment, Milaven ?» demanda-t-elle enfin. « Une petite ville au bord de la mer » répondit Noah. « Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est tranquille. »« Maman aime l'océan » remarqua Émilie. « Elle est toujours plus heureuse quand on est près de la plage. » Un détail de plus au sujet de CLA que Noah garda précieusement, chaque information était comme une pièce de puzzle à assembler. 1 heure plus tard, le ciel commençait à s'éclaircir lorsqu'ils entrèrent dans Milaven, un endroit paisible aux maisons et commerces modestes. Marcus les attendait à une station-service près de la route principale. « Je suis allé vérifier en personne, elle est toujours là, » dit-il. « Chambre 8, au bout du couloir du 1er étage. Le propriétaire m'a dit qu'elle sortait d'habitude vers 7 heures pour prendre le petit déjeuner dans un dîner du coin. » Noah consulta sa montre, 5h42. « On va directement à la pension. » Le Saf Harbor était un établissement modeste, à la peinture défraîchie et un petit jardin mal entretenu, le genre d'endroit où logent les gens de passage ou à budget restreint. Le parking ne comptait que 3 voitures, toutes anciennes. « Attendez ici » ordonna Noah à l'un des gardes qui resta dans le véhicule. « Marcus, toi et Ryan restez vigilants, mais discrets. Je ne veux pas l'effrayer. » Émilie s'agrippait à la main de Noah tandis qu'il franchissait la porte de la réception. Une femme plus âgée, encore en robe de chambre et l'air ensommeillé, leur ouvrit. « Il faut qu'on voie Claire Donovan » dit Noah sans préambule. « C'est urgent. » La femme fronça les sourcils. « À cette heure-ci ? Elle dort, comme toute personne sensée. »« S'il vous plaît » intervint Émilie d'une voix petite et inquiète. « C'est ma maman. » Le visage de la réceptionniste s'adoucit en voyant la fillette. Elle l'observa un instant, puis regarda Noah avec un début de compréhension. « Chambre 8, sédatée-elle enfin. Au bout du couloir, à gauche. » Le chemin jusqu'à la chambre parut interminable. Émilie serrait encore plus fort la main de Noah à mesure qu'ils avançaient. Devant la porte marquée du numéro 8, Noah eut la sensation que l'air s'était chargé d'électricité, comme si la pression avait changé. « On frappe » chuchota Émilie. Noah hocha la tête, incapable de parler. Il toqua doucement, 3 fois. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Des pas se firent entendre, puis une voix, méfiante et tendue. « Qui est-ce » Avant que Noah ne puisse répondre, Émilie s'écria. « Maman, c'est moi. » Un bref instant de silence complet, puis le bruit d'une chaîne de sécurité retirée, d'une clé tournant dans la serrure. La porte s'entr'ouvrit, un œil apparut dans l'entrebâillement, suivi d'un hoquet de surprise. La porte se referma aussitôt, puis se rouvrit en grand 1 seconde plus tard. Claire Donovan se tenait là, ses cheveux bruns plus courts que sur les photos, des cernes soulignant son teint pâle. Elle portait un simple t-shirt et un jean, paraissant plus mince qu'auparavant. Mais ses yeux, identiques à ceux que Noah avait vus sur les photos, étaient écarquillés, remplis de larmes retenues. Elle peinait à les contenir. « Émilie » murmura-t-elle, comme si elle craignait que la fillette ne soit qu'une illusion. « Maman » Émilie lâcha la main de Noah et se jeta dans les bras de Claire. Celle-ci la serra fort, les yeux clos, laissant enfin couler ses larmes, la joie et le soulagement irradiant de son visage. Toujours en tenant sa fille, elle leva le regard vers Noah. Le choc fut immédiat et déstabilisant. À l'instant où leurs yeux se croisèrent, quelque chose explosa dans l'esprit de Noah. Pas un souvenir complet, mais un flash intense, presque douloureux. Un café renversé sur son pantalon, des excuses précipitées, une serviette tendue dans un geste de paix. « Ne t'inquiète pas, je détestais ce pantalon de toute façon. » Ce même regard, mêlé d'humour et de gêne. « Noah » dit Claire, sa voix le ramenant au présent. «
Son nom sur les lèvres de cette femme sonnait étrangement familier, comme un écho lointain de quelque chose qu'il avait entendu 1000 fois. « C'est elle-là », répondit-il, sentant l'étrangeté de s'adresser à quelqu'un qu'il connaissait et ignorait à la fois. Émilie, toujours dans les bras de sa mère, les regardait tour à tour, l'air d'attendre. Claire, comprenant qu'ils étaient encore dans le couloir, recula. « Entrez », dit-elle d'un ton méfiant. La chambre était petite et impersonnelle. Un lit simple, une minuscule table, une vieille armoire. Un sac à dos ouvert dans un coin, quelques papiers éparpillés sur la table, seul signe d'occupation. Claire avait fait de l'anonymat un art de vivre. « Ça va, maman ?» demanda Émilie, scrutant le visage de Claire avec inquiétude. « Maintenant, oui », répondit-elle en la serrant de nouveau, puis, à contre-cœur, elle tourna la tête vers Noah. « Comment tu m'as retrouvée ? » « J'ai engagé une équipe pour te chercher dès le jour où Émilie est arrivée, » expliqua-t-il. « Pourquoi t'être enfuie ? Pourquoi m'envoyer Émilie sans rien expliquer ?» Claire hésita, jetant un regard vers sa fille. Noah comprit. « Émilie, pourquoi tu n'irais pas avec Marcus au dîner pour nous prendre un café ? Ils font peut-être des pancakes à 7 heures. » La fillette sembla hésiter à quitter sa mère tout juste retrouvée. « Mais je viens de la retrouver. »« Je serai là quand tu reviendras, c'est promis, » dit Claire, caressant ses cheveux. « Je dois parler à ton papa un moment. » Une fois Émilie sortie avec le garde, la tension remplit de nouveau la pièce. Claire s'assit sur le bord du lit, visiblement épuisée. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Noah jugea inutile de mentir. « Non. Pas complètement. J'ai eu un accident il y a 6 ans. J'ai perdu certains souvenirs. »« Certains souvenirs ?» répéta Claire avec un rire amer. C'est ce que ton père m'a dit quand j'ai essayé de te rendre visite à l'hôpital. Noah a perdu quelques souvenirs, mais il va de l'avant. Mieux vaut ne pas perturber sa convalescence. Un autre flash frappa Noah. L'hôpital, une migraine lancinante, son père au téléphone dans le couloir, seulement la famille proche, docteur. Comprenez, c'est pour son bien. Certaines complications sont mieux laissées de côté. On était proche, demanda Noah, conscient du ridicule de sa question. Claire le fixa longuement. On était fiancés, Noah. On vivait ensemble depuis presque 1 an quand tu as eu l'accident. La révélation l'ébranla, fiancés, pas juste une aventure passagère. Ils étaient engagés l'un envers l'autre. Le poids de cette découverte lui donna le vertige. Pourquoi, ma famille ? Pourquoi aurait-il empêché notre relation, termina Claire. Parce que j'étais une serveuse de café quand on s'est rencontrés. Parce que je n'avais ni réseau, ni bagage social. Aux yeux de ton père, je te détournais de ton avenir tout tracé. Les souvenirs se précisèrent dans l'esprit de Noah, une dispute houleuse avec son père, c'est une profiteuse, tu ne la connais pas. Une porte claquée, l'orage, la voiture dérapant. La nuit de l'accident, murmura-t-il. J'avais eu une dispute avec mon père, à ton sujet. Claire acquiesça. Tu as quitté le manoir, furieux. Tu rentrais à notre appartement quand tu as perdu le contrôle sous la pluie. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Et après, demanda Noah. Claire eut un rire sans joie. Après, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que seuls les membres de la famille pouvaient te voir. Quand j'ai insisté, ils ont fait venir la sécurité. Pendant 2 semaines, j'ai essayé chaque jour. La 3e semaine, ton père a finalement accepté de me rencontrer. Elle marqua une pause, la douleur visible dans son regard. Il m'a dit que tu avais perdu une partie de tes souvenirs, y compris tout ce qui nous concernait, et que les médecins conseillaient d'éviter toute confusion émotionnelle pour ta guérison. Qu'il valait mieux repartir de zéro. Et tu l'as cru ? demanda Noah, incrédule. Non, répliqua Claire, la voix tremblante de colère. J'ai essayé 1000 fois de te contacter. Lettres, appels, je suis même venu une fois à ton entreprise. Mais les gardes me connaissaient. Ta famille avait tout verrouillé. Les fragments de mémoire se combinèrent en une image sombre. Son père, sa famille, profitant de son amnésie pour remodeler sa vie. Puis tu as découvert que tu étais enceinte, conclut Noah, comme si un poids immense lui tombait dessus. Claire acquiesça, les larmes aux yeux. 2 semaines après avoir abandonné l'idée de te voir. D'abord, j'ai pensé réessayer. Forcément, même Gérald ne pourrait nier qu'un homme a le droit de savoir qu'il va être père. Mais... Elle s'interrompit, jouant nerveusement avec ses mains. Mais ensuite, un avocat de la famille est venu. Ils m'ont proposé une grosse somme pour disparaître. Quand j'ai refusé, les menaces ont commencé, d'abord voilées, puis plus directes. J'ai perdu mon emploi,
mon appartement a mystérieusement pris feu. J'ai compris le message. Noah a eu la nausée. Sa famille avait poussé la cruauté jusqu'à ce point pour le séparer de la femme qu'il aimait et de son enfant. Alors tu as fui. J'ai fui pour protéger notre fille, rectifia Claire. J'ai déménagé sans cesse, changeant de ville, de boulot, toujours sur mes gardes, craignant qu'il nous retrouve. Pendant 6 ans, murmura Noah, prenant enfin la mesure de la situation. Tu as élevé notre fille seule, en cavale, pendant 6 ans. Claire hocha la tête. Et j'aurais continué si je n'avais pas eu le sentiment qu'il nous avait retrouvés. Il y a 2 mois, j'ai remarqué qu'on nous suivait. J'ai reconnu un homme que Gérald avait déjà envoyé. J'ai compris qu'il finirait par nous localiser. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, envoyer Emily vers toi. Noah sentit un torrent d'émotions contradictoires l'envahir, colère face à la trahison de sa famille, culpabilité de n'avoir pas été là, chagrin pour tout ce temps perdu. Mais surtout une lucidité nouvelle sur les dégâts causés par la manipulation de Gérald. « Je suis tellement désolé », finit-il par dire, la voix tremblante. « Désolé pour tout ce que tu as dû endurer, pour mon absence, pour ne pas me souvenir. » Claire le regarda, le visage marqué par la souffrance et la fatigue, mais aussi par une forme de compréhension. « Ce n'était pas de ta faute, Noah. Tu n'as pas choisi d'oublier. Tu n'as pas choisi l'accident. Ils ont profité de la situation. Tu as été autant victime que moi. » Noah fit un pas hésitant vers elle, puis s'arrêta, incertain. Comment réconforter quelqu'un qui avait été tout pour lui, alors qu'il n'avait plus de repères clairs? À cet instant, un autre souvenir jaillit, plus net, lui et Claire enlacés sur un vieux canapé, du jazz doux en fond sonore, elle qui riait contre son cou, je n'aurais jamais cru tomber amoureuse d'un mec en costume. Lui répondant, je n'aurais jamais cru troquer mon costume contre un jean troué. De la sérénité, du contentement, de l'amour. Je commence à me souvenir, dit-il doucement. Pas tout, mais des bribes, des moments, des sentiments. Claire hocha la tête, essuyant ses larmes. Émilie te ressemble quand elle sourit. Sa voix s'adoucit. Chaque fois que je la regardais, je te voyais. C'était ma consolation et ma douleur. Le bruit de petits pas pressés dans le couloir annonça le retour d'Émilie. La porte s'ouvrit et elle déboula, tenant un sac en papier. « J'ai pris des pancakes pour tout le monde », s'exclama-t-elle fièrement, « et du café pour les grands. » Claire sourit à sa fille, un sourire authentique qui illuminait son visage fatigué. Puis, se tournant vers Noah, elle sembla hésiter, comme si elle le laissait prendre la suite. « Émilie, » dit-il, se penchant pour être à la hauteur de la fillette. « Toi et ta maman, vous voulez venir à la maison avec moi? Si elle est d'accord. » Émilie regarda Claire avec espoir. Cette dernière semblait méfiante, mais ne rejeta pas l'idée. « Il faut qu'on parle », déclara-t-elle finalement. « Il y a beaucoup à régler, beaucoup à considérer. » Mais, pour la première fois en 6 ans, l'espoir était permis. Une famille brisée par la manipulation et l'amnésie avait à présent une chance de se reformer, même si la route restait semée d'incertitudes et de défis. Noah comprit qu'il ne récupérerait peut-être jamais la totalité de ses souvenirs. Pourtant, en voyant Émilie distribuer les pancakes à lui et à Claire, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas besoin de tout le passé. Peut-être pourrait-il créer de nouveaux souvenirs ensemble. 3 semaines après avoir retrouvé Claire, Noah se réveilla un matin avec une certitude. Les séances avec le docteur Chen avaient enfin porté leurs fruits. Ses souvenirs étaient presque tous revenus, plus seulement des flashs, mais des pans entiers de sa vie avec Claire. Il se rappelait la bague de fiançailles, un simple diamant sur or blanc, qu'il lui avait offerte sous les étoiles. Il se souvenait de leur appartement, de leur projet, de la nuit de l'accident, après sa dispute avec son père. Le puzzle de son esprit était désormais complet. « Il est temps d'aller les voir », déclara-t-il. « Toute la famille, aujourd'hui, chez moi, à 14 h. » Il envoya un message à son père, « Rendez-vous urgent chez moi à 14 h. » La réponse ne se fit pas attendre. « Impossible, on a un conseil d'administration. » « Annulez-le. Il y a 10 minutes, j'ai déjà parlé à tous les membres. Aujourd'hui, 14 h. » Au petit déjeuner, Noah vit Claire et Émilie discuter de la décoration de la chambre de la fillette. L'harmonie simple de ce moment lui serra le cœur. Voilà ce qu'il aurait pu avoir depuis 6 ans. « Ma famille vient cet après-midi », annonça-t-il. « Il est temps de tout régler. »« Qu'est-ce que tu comptes régler ?» demanda Claire, tendue. « J'ai retrouvé presque tous mes souvenirs. Je sais ce qu'ils ont fait. Et je ne les laisserai plus menacer notre famille. » « Notre famille ?»
répéta Claire, avec une pointe d'amertume. Oui. Quoi qu'il se passe entre nous, on est une famille, et je veux être sûr que personne n'intervienne. À 14 heures précises, les voitures de luxe se garèrent devant la maison. Gérald et Elnar est en tête, suivis de Richard, Caroline et leurs conjoints. Noah les accueillit dans le grand salon, Claire à ses côtés, silencieuse. Eh bien, lança Gérald d'emblée, on dirait que la situation est devenue plus urgente. Son regard froid effleura Claire, qui soutint sans ciller ses yeux. Asseyez-vous, dit Noah. Ce que j'ai à dire sera bref, mais je veux que tout le monde entende. Noah resta debout, sentant la dernière pièce de mémoire se mettre en place. Ce jour, avant l'accident, il voulait annoncer leur fiançailles. J'ai retrouvé la mémoire, déclara-t-il. Toute la mémoire. Je me souviens de ma rencontre avec Claire, de notre amour, de votre opposition. Les fantasmes romantiques ne changent pas la réalité, moi, répliqua Gérald. Tu as eu un grave accident. Et vous en avez profité pour réécrire ma vie, l'interrompit Noah, pour effacer Claire de mon existence. Richard se racla la gorge, mal à l'aise. Noah, nous avons fait ce qui était le mieux pour toi. Le mieux? Noah eut un ricanement. Menacer une femme enceinte, brûler son appartement? Elnar pâlit. Gérald, tu avais dit que tu t'étais contenté de la convaincre. Gérald garda son calme. Tout ça, c'était pour te protéger, toi et l'entreprise. Cette serveuse te tirait vers le bas. Je n'étais pas qu'une passade, intervint Claire d'une voix ferme. Nous étions fiancés. Je suis tombée enceinte. Je voulais seulement qu'il sache qu'il allait être père. Caroline regarda son père avec horreur. Tu lui as proposé de disparaître, alors qu'elle portait ton petit enfant? Une prétendue grossesse est le plus vieux stratagème qui soit, se défendit Richard. Émilie à mes yeux, mon nez, mon rire, répondit Noah. Vous avez vu le test ADN. C'est ma fille. Et vous m'avez volé 6 ans avec elle. Gérald se tourna vers Claire. Qu'est-ce que vous voulez, alors? De l'argent? Une reconnaissance officielle? Claire fit un pas en avant. Je veux que vous restiez loin de ma fille. Je veux que vous compreniez que vous avez échoué. Malgré tout votre pouvoir, vous n'avez pas pu empêcher Noah de retrouver sa vraie famille. Noah se plaça aux côtés de Claire. Je ne suis pas là pour négocier, mais pour fixer des limites. Claire et Émilie restent avec moi. Si vous tentez encore de nous séparer, les conséquences seront définitives. Tu menaces ton propre père, lança Gérald. Je promets de protéger ce qui compte. Et si ça implique de renoncer à la présidence de Technologies, oh non, je le ferai. Noah, intervint Elnar, se levant brusquement. Tu parles de renoncer à ton héritage, à ta position, tout ça pour ma famille, coupa Noah. Quelque chose que vous auriez dû comprendre, au lieu d'en faire un simple assemblage stratégique. Le choc se lisait sur chaque visage. Jamais Noah n'avait défié les siens de la sorte. Tu as des obligations envers cette famille, envers l'entreprise, hasarda Gérald. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai bâti. C'est ton choix, papa. Accepte la réalité ou perds ton héritier. Caroline, visiblement la plus sensible, se leva les larmes aux yeux. Noah, on reste quand même ta famille. Tu ne peux pas simplement nous rejeter. Vous avez rejeté Claire et Émilie sans état d'âme, répondit Noah, sans agressivité. Je ne vous dis pas de choisir un camp, je vous impose des limites. Ceux qui les respecteront seront toujours les bienvenus. Gérald s'approcha, le visage rouge de colère contenue. Cette discussion n'est pas terminée, Noah. Quand tu auras dépassé cette sentimentalité, nous reparlerons d'eux. J'ai compris qui se soucie vraiment de moi, rétorqua Noah, en jetant un coup d'œil à Claire. La famille est repartie, toujours avec la même précision. Quand la dernière voiture disparut, Claire s'autorisa un soupir de soulagement. Tu le ferais vraiment? Demanda-t-elle. Abandonner tout ça? Je l'ai déjà fait en les confrontant. Ils ne lâcheront pas. Je ne leur demande pas de se soumettre, juste de nous laisser tranquilles, répondit Noah calmement. Il prit délicatement la main de Claire. C'est un choix que j'avais fait autrefois, en t'offrant cette bague. Claire ne se déroba pas, mais son regard restait prudent. On a tous les deux changé. Oui, mais certaines choses n'ont pas changé. Ce que j'ai ressenti pour toi, ce que je ressens encore, c'est réel. Émilie apparut, interrompant le moment. Ils sont déjà partis, demanda-t-elle, regardant autour d'elle. Oui, confirma Noah. Ils étaient en colère? Un peu, admit. Mais ce n'est pas important. On reste ici?
Tous ensemble? Demanda la fillette. Noah regarda Claire, la laissant décider. Elle hésita à peine. Oui, Émilie. On reste, pour l'instant. Ce n'était qu'un début. 3 mois plus tard, la maison en bord de mer était presque terminée. Dans un élan spontané, Noah avait acheté le terrain et surpris Claire avec ses plans. Ce n'est pas le manoir, avait-il expliqué. C'est quelque chose de nouveau, à nous. Cet après-midi ensoleillé, Noah supervisait les derniers travaux quand Claire s'approcha. Émilie, au loin, construisait un château de sable avec Caroline, curieusement la première à avoir fait un pas vers la réconciliation. Elle te ressemble vraiment quand elle sourit, dit Claire. Elle a ta détermination, répliqua Noah. Elle l'a déjà reconstruit 3 fois, parce qu'il n'était pas parfait. Claire rit, et le son de son rire fit battre le cœur de Noah un peu plus vite. Chacune de ses joies était pour lui une victoire. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle en tendant la main fermée. En rangeant les dernières boîtes. Noah ouvrit la paume et Claire y déposa un petit objet métallique, la bague. Celle qu'il avait choisie pour elle 6 ans plus tôt. Je l'ai gardée tout ce temps, expliqua Claire. Même en fuyant, même quand j'étais furieuse. Noah fixa la bague, désormais familière. Il se souvenait de chaque détail, la choisir, répéter sa demande, le visage de Claire quand il s'était agenouillé. Ça veut dire? Commença-t-il. Que je suis prête à réessayer, répondit Claire. Pas exactement comme avant, on a changé tous les deux. Peut-être qu'on est de meilleures personnes maintenant. Noah regarda la bague, puis Claire, puis Émilie au loin. 3 vies qui auraient pu rester séparées. Dans un geste faisant écho à une scène vieille de 6 ans, il s'agenouilla sur le sable. Claire Donovan, veux-tu construire une vie avec moi, encore une fois? Claire, les larmes aux yeux mais souriante, tendit la main gauche. Oui. Une nouvelle vie, sans secret, sans souvenir perdu. Émilie, ayant remarqué la scène, accourut vers eux, se jetant dans leurs bras. Tous 3 roulèrent dans le sable en riant, formant un petit cercle parfait. Le soleil commençait à se coucher sur l'océan, baignant de lumière dorée la maison qui serait leur nouveau départ. Noah se sentit enfin entier. Plus l'héritier, plus l'homme aux souvenirs épars, mais simplement Noah, père d'Émilie, compagnon de Claire, et en pleine possession de sa mémoire, de son destin. Et cela lui suffisait amplement.